Et ravi de vous retrouver pour un nouveau live DeFi. Ou alors cette fois-ci, je vais essayer quelque chose d'un peu différent d'habitude, où je veux en fait développer deux thèses principales avec vous et potentiellement en fait une troisième qui sous-tend un peu tous les sujets dont on va discuter aujourd'hui. Mais je vous laisse arriver tranquillement. D'ailleurs, j'ai même pas fait de ping sur DeFi France, donc c'est parti. Donnez-moi une petite seconde. Donc ouais, on va parler principalement de Uniswap V3, mais à un plus haut niveau, c'est pas juste pour commenter ce qui a déjà été commenté, disons. Mais après, surtout, de deux thèmes qui m'intéressent moi un peu plus. Ouais, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous montre à dire, mais on va commencer par Uniswap. Deux thèmes qui recoupent plusieurs protocoles. En fait. Ouais, d'accord. La TVL d'Uniswap, elle est en panique. Ah non, c'est le vieux site, ça. Euh, je crois. Qui est donc ce que j'appelle, ouais, bah, d'accord, la liquéfaction des actifs DeFi, qui est cette idée que, bon, je vais développer plus en détail, mais on voit l'émergence de nouveaux types de marchés monétaires et il semble attirer un nouveau type d'investisseurs, quoi, disons, une autre approche sur sa position, sur ces différents tokens. Euh, et oui, on va en parler avec. Bon, on a parlé déjà d'Alchemix, d'Equity, vous connaissez les usuels. Il y a un peu des réplications de ça qui commencent à émerger sur d'autres chaînes aussi maintenant. Et donc une réflexion d'un peu plus haut niveau sur tout ça. Et pour finir, tranquillement, le vif du sujet, qui est, bon, alors après c'est la thèse principale de cette chaîne, j'ai envie de dire, avec la démarche AV et peut-être d'autres trucs, qui est en gros la supériorité de la tokenomics VECRV, qui commence à devenir de plus en plus évidente, dans le sens où on voit des modèles inspirés de ce que fait Curve en termes de lock apparaître, et en fait des modèles directement forkés. Donc au niveau du fork par exemple, salut à tous, ça fait plaisir de vous voir là, ma culotte et tous les habitués. Euh, donc des modèles directement forkés. Là, j'ai en tête, par exemple, Pickle avec le deal, là, qui a fait une histoire un peu pareille, où tu boostes tes positions. Mais par exemple aussi AP Wine, qui vient de donner des détails sur sa tokenomics et qui clairement reprend un modèle VE, quoi, je l'appelle comme ça, moi, on va le détailler, vous en faites pas si vous n'êtes pas encore familier, mais avec un horizon 2 ans. Donc, on va commencer tranquillement avec l'Uni V3. Et Jarvis aussi, qui en effet, qui envisage de partir sur un modèle de lock à la VE. Ouais, d'accord. Donc on a un Mulan token sur Uniswap qui est en train de casser toutes les stats. Ah, c'est pas la joie les tokens en ce moment, avec les Shiba et compagnie. Mais bref. Donc moi, je voulais vous parler à un plus haut niveau sur Uniswap V3. Donc vous avez à peu près les bases, j'imagine, sur cette idée d'amplification des positions LP, de concentration de votre liquidité et comment dire, principal changement en fait, avec tous les changements associés qui vont avec, les fees qui peuvent être paramétrés, et ainsi de suite. Et le fait que les tokens d'apport de liquidité maintenant sont représentés par des NFT, dû au fait que, en fait, ils ont plein de nouveaux paramètres comme ces fameux fees, la concentration et ainsi de suite. D'ailleurs, il y a eu un petit incident marrant à ce niveau-là. Il y a un gars qui a dû croire que son token LP, pardon, son NFT de LP Uniswap V3, c'était juste de la déco. Du coup, il l'a vendu, je sais plus où exactement, je crois à Rarible. Il l'a vendu pour un Ether. Sauf qu'en fait, le token NFT que vous obtenez quand vous apportez de la liquidité sur Uniswap, ça représente votre position LP, quoi. Et en fait, le gars, il a vendu pour 100K de, euh, de, de tokens. Je sais plus exactement quel token c'était, mais marrant. Mais oui, alors apparemment, il y a des options, ça pourrait être wash trading ou des choses comme ça, mais c'est peut-être aussi juste un gars qui avait pas bien compris, hein, c'est pas impossible. Merci à vous tous pour les subs, là je vois que ça pleut. J'ai même pas eu le temps de lire Tim et les autres. Euh, donc, pardon, je me perds. Donc ouais, moi ce qui m'intéresse plutôt, c'est deux points à discuter sur cette V3 d'Uniswap. C'est un, euh, l'efficacité, c'est-à-dire est-ce que concrètement, par rapport à ce qui avait été annoncé, ça a un intérêt, et deux, en fait, vers où on va avec toute cette complexité ajoutée. Et là, on va rejoindre notre fameux thème transversal du stream, qui est l'émergence des gestionnaires.
puisque une position LP Uniswap, pour la plupart maintenant, requiert un certain management, disons, notamment juste pour être efficace en termes de range qui sont choisis pour apporter de la liquidité. Et ça va amener à l'émergence d'outils qui sont déjà en train de se développer pour gérer vos positions de LP, des sortes de mégavolt LP qui déploient différentes stratégies en fonction de vos hypothèses pour maximiser, mais aussi juste tout simplement gérer cette position. Parce que je vous rappelle que quand vous êtes hors range, vous n'avez aucun frais qui rentre. Et que les frais en gaz sur Uniswap tels quels sont assez coûteux. Et donc, du coup, ça exclut d'office les petits porteurs, disons, d'un apport de liquidité profitable sur Uniswap V3. Après, il y a toujours des gens qui adorent payer 200 $ de gaz pour apporter 50 $ de liquidité. Mais ça, c'est autre chose. Euh, donc, ouais, au niveau de l'efficacité, déjà, avant d'aller sur les gestionnaires, alors il y avait plusieurs choses qui étaient, comment dire, qui étaient un peu mis en avant dans l'annonce initiale de la V3. Putain, je fais pas info, Uniswap Exchange, pardon. Et c'était, bon, il y avait comment dire, des sortes de clins d'œil direct vers Curve au niveau des échanges entre stables. À ce niveau-là, bon, les paires sont pas encore énormes sur Uniswap V2, mais malgré tout, ça semble pas être un challenger crédible. Bon, après, je tire pas ça de mon chapeau. Hein, voilà, là, on va sur Uniswap et on met 1 million d'USDC. Alors oui, c'est pas un swap que tout le monde fait tous les jours, mais comprenez bien que quand on parle de swap stable, c'est pas pour swapper 50 DAI vers de l'USDC généralement. Les gens qui cherchent ça, ils ont ils ont des besoins plus conséquents. Euh, donc 1 million d'USDC sur Uniswap vous fait perdre 0,2% environ dans le swap, vous donne 997 en DAI. Et voyons voir la même chose. C'est USDC DAI? Ouais, c'est ça. Je regarde la même chose sur Curve, qui devrait vous. Oui, d'accord, il faut que je change. C'est un peu mal foutu. Allez. Ah, qu'est-ce qui se passe? Une minute. Je regarde sur Curve, mais sur Curve, on va être sur un truc très proche de 1, comme d'habitude. Donc si là je te mets n'importe quoi, on s'en fout. USDC. Et donc 1 million. Encore une fois, c'est un trade comme ça pour voir. 1 million de USDC donne 9900, donc 999. Vous voyez déjà l'écart beaucoup plus resserré. Il ne vous met pas exactement l'écart. Mais bon, en gros, ça reste non compétitif pour l'instant sur les échanges de stable. Par contre, là où ça a un intérêt, c'est au niveau des tokens ERC20 plus volatiles, qui ont... il y en a certains qui ont des paires assez intéressantes en termes de... Et c'est le fameux capital efficiency qui avait été stressé un peu partout dans l'annonce d'Uniswap, en termes de volume que ces paires gèrent pour la liquidité qu'elles ont. Mais, alors attendez, si on va dans les pools, peut-être qu'on n'aura pas le Mulan token à la con. Non, il est bien là. On va voir une grosse paire, par exemple. Ouais, vous voyez bien qu'ils sont encore sur des trucs comme 0,5 à peu près, en termes de pourcentage de la TVL totale qui est tradée chaque jour. Et ça vous montre une certaine efficacité. On peut comparer peut-être... Est-ce qu'on peut avoir les charts de V2 pour vous montrer peut-être sur une paire appliquée. Après, Link, c'est pas exactement l'endroit. On va prendre une grosse paire, ça va être plus simple. Une stable, donc IS-USDC par exemple. Et c'est vrai que les paires contre-stables, elles font peut-être encore plus de sens à ce niveau-là, puisque c'est plus facile de définir une range de trade quand il y a au moins un des deux tokens qui est stable, quoi. Disons-le comme ça. Donc là, on voit quoi? Sur Uniswap V3, on est sur USDC IS pour voilà, faire un petit échantillon d'analyse, disons. Et donc sur la V3, on a 70 millions environ de dollars en valeur pour un volume de presque 200 millions. Sur la V2, on a 350 millions de dollars en valeur pour un volume de 200 millions. Donc ça vous montre bien aussi la conséquence, disons, assez nette de la concentration de LP, qui est plus grande capital efficiency, et donc a priori une plus grande quantité de frais collectés par les apporteurs, en rajoutant toujours la condition que s'ils sont dans la range, bien sûr, parce que s'ils sont plus dans la range, et donc la range, c'est en gros, vous décidez d'apporter de la liquidité sur une zone de prix, donc par exemple, sur ISUSDC, je sais pas, en ce moment, peut-être 3500, 5500, ou quelque chose comme ça.
Et, vous êtes apporteur que dans cette zone-là, mais pas en dehors. Euh, alors oui, après, il y a des questions de comparer les liquidités des uns et des autres euh, pour les swaps de stable à stable, comme l'a remarqué GatesUp. Après, il ne faut pas oublier aussi que Curve a encore de la marge de manœuvre avec le fameux A-factor, qui est en train ils sont en train d'expérimenter une augmentation du A-factor sur certaines pools, il me semble, sur sur la pool AV euh, Polygon. Je crois qu'il a déjà été boosté sur la 3 pool. Et bon, alors c'est pas du tout la même approche, mais ça contribue aussi comment dire, à l'augmentation de l'efficacité de la liquidité, si on peut le dire comme ça. Euh, et ouais, c'est en cours de boost sur Polygon jusqu'à 2000. Et là, je voyais sur la 3 pool, c'est pareil, c'est en cours de boost jusqu'à 2000. Et il y a d'autres pools où c'est encore à la valeur initiale basse, quoi, comme la SUSD. Donc à voir qui sur le long terme aura les meilleurs prix sur les swaps stable, mais ça semble assez peu probable que ce soit Uniswap quand même. En tout cas sur les gros swaps pour l'instant. Mais clairement, ça a un intérêt au moins sur les tokens RC20. Et là où c'est marrant en fait, c'est que bon, vous me connaissez, moi j'ai jamais été un grand fan de Bancor. Je trouve que c'est un peu overfunded pour ce que c'est, disons. Euh, mais il y avait beaucoup de gens très enthousiastes sur Bancor dernièrement, avec cette idée du liquidity vortex pour un peu aspirer la liquidité sur toutes les petits ERC20. Eh bien, la concentration de la liquidité, moi je pense que c'est justement très intéressant. Euh, Peut-être pour ces tokens-là, ces tokens de longue traîne, disons ERC20, où du coup, pas une quantité pas énorme de liquidité, mais bien concentrée, euh, peut aider à avoir un marché assez efficace, quoi. Donc à voir si ça va pas plutôt marcher sur les plates-bandes de Bancor. Et bien sûr, bon, après ce que fait déjà Uniswap, mais ce qui est la fameuse longue traîne de tokens, quoi, et qui n'est pas spécialement sur Bancor non plus d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui. Mais ça, c'est autre chose. Donc au niveau de ces positions LP Uniswap, il y a différents services qui commencent à se développer. Il y en a un, je vous avoue que j'ai pas trop eu le temps de regarder plus que ça, donc on va un peu le découvrir ensemble. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Lixir.finance. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour les curieux. Il me semble pas qu'il y ait un truc live encore sur celui-là. Mais pour faire simple, bah, c'est un gestionnaire de liquidité concentré sur Uniswap V3. C'est-à-dire que ça fait faire plusieurs choses, mais comme on le disait, apporter de la liquidité, c'est assez coûteux. Euh, et potentiellement, vous allez devoir modifier le range, euh, voire enlever et remettre la liquidité. Je ne sais plus exactement dans quelles conditions. Je crois que vous pouvez. C'est un truc comme ça. Vous pouvez réduire le range sans avoir à sortir de la pool, mais pour l'augmenter, il faut sortir de la pool ou dans l'autre sens. Je ne sais plus. Mais en fait, il y a des limitations qui vont augmenter les coûts en casse de manière assez conséquente si vous gérez les paires vous-même, l'apport de liquidité vous-même. Et donc ça, c'est un service qui va vous permettre de créer une couche d'abstraction entre vous et Uniswap V3, l'apport de liquidité, pour gérer ça de manière plus efficace, notamment par la mutualisation et par d'autres choses. Donc pour le faire simple, c'est un peu comme un Yearn, mais pour les positions LP Uniswap. C'est-à-dire que ça crée une sorte de vault où, par exemple sur ETHDAI, vous déposez vos ETH et vos DAI avec vos paramètres, et ça va gérer la position LP pour vous, de manière à maximiser votre rendement. Euh, enfin, en fonction de la stratégie que vous avez déterminée, j'imagine. Après, je sais pas s'il y a des stratégies par défaut, parce que c'est aussi ça qui est pas évident, notamment pour les petits investisseurs ou les gens qui sont pas forcément des bourrins de la DeFi, qui est de déterminer quel range, quoi. Euh, mais après, oui, c'est aussi un jeu un peu sportif. Mais voilà, s'il y a beaucoup de fonds sur le protocole, on peut envisager que les, comment dire, les positions LP puissent être mises à jour, entre guillemets, la range changer assez régulièrement. Et, euh, et du coup, que ça aide beaucoup au niveau des rendements, quoi. Euh, donc ça, c'est pour Uniswap V3. À voir comment ça évolue sur le plus long terme, mais en termes de volume pour le lancement, on est déjà plutôt bon. Là, la TVL aussi d'ailleurs. Je sais plus à combien ils sont, j'ai pas regardé aujourd'hui. Là, on a l'autre qui casse toute la baraque. Mais voilà, on va bientôt arriver à 1 milliard de volume sur la V3. Donc c'est pas rien.
Et je pense, ouais, c'est un lancement qui va prendre un peu plus de temps à se répandre, disons, parce qu'il faut un peu qu'il y ait maintenant tout l'écosystème d'outils qui se mettent en route. Et en outre, avec des coûts en gaz comme aujourd'hui, c'est pas forcément la joie d'aller apporter de la liquidité sur Uniswap. Je sais plus à combien on est là, on doit être dans les 200. Ouais, c'est ça. Donc là, bah, vous voyez, vous pouvez voir les coûts en gaz sur GasNow. Un apport de liquidité Uniswap V3, est-ce qu'il va même vous le mettre ici? Non, il n'y a que le swap suite. Il n'y a pas plus. Si, voilà. Ça vous coûte à peu près 500 $. Donc, voilà. Ça va être bien utile d'avoir des outils pour pouler tout ça. Euh, alors, Team Curve ou Uniswap? Bah, un peu des deux, hein, mais en termes de tokenomics, moi j'ai jamais caché. Je prends pas trop d'affinité sur les protocoles. Moi, je regarde enfin, sur un projet particulier, je regarde les idées, quoi. Et en termes de tokenomics ECRV, depuis qu'elle est sortie, c'est la tokenomics la plus efficace pour aligner les intérêts d'un protocole qui gère des fonds des utilisateurs et redistribuer une partie des frais qu'il collecte. On va le dire comme ça. Ça, c'était une évidence, je pense, allez, quelques mois après la mise en route de Curve. Et, euh, et comment dire? Alors, je vais vous mettre l'URL du site, pardon, c'est GasNow, là. C'est pas un truc, c'est juste pour voir les coûts en gaz. Hop. Mais on va y venir à Curve, on va y venir à Curve. Je vais finir là-dessus parce que j'ai pas mal de choses à dire. Avant ça, j'aimerais vous parler d'une autre idée euh, via quelques autres protocoles qui est bon, c'est un peu la thèse autour de laquelle je tourne depuis quelques semaines maintenant. Comme si vous lisez mon blog, ça va pas forcément vous surprendre, mais c'est cette idée il y a des nouveaux types donc de marchés monétaires qui ont émergé, qui ont différents types d'innovations, mais qui permettent en fait comment dire, un nouveau type d'utilisation, une nouvelle forme d'utilisation de ces actifs en DeFi, ce que j'appelle moi dans ma tête un peu un tiers 2, parce que c'est un peu plus complexe que, disons, le tiers 1 qui serait l'apport de liquidité ou le dépôt simple, mais ça peut potentiellement amener à des retours plus intéressants. Mais, et c'est le dernier mais, ça demande une gestion plus active, puisqu'il y a emprunt, donc leverage, et donc potentiellement risque de liquidation. Et ça, c'est un peu la thèse de haut niveau que je vois derrière donc, cette fameuse liquéfaction des actifs. Je ne sais pas trop si on peut parler de ça, mais ça part un peu. Donc il y a cette métaphore pour décrire un peu les différents stades de l'éther, disons, euh, qui sont. On compare ça à l'eau parce que ça va bien vous décrire un peu le statut de l'actif. Dans le sens où, en gros, la forme la plus solide de l'eau, c'est de la glace. Pour l'éther, ça serait de l'IS, à l'heure d'aujourd'hui en tout cas, de l'IS verrouillé sur la chaîne 2.0, puisqu'il n'y a pas de point de retour pour l'instant. Donc ils sont là, et ils sont stakés, et ils le resteront tant qu'il n'y aura pas eu de merge. Donc c'est très solide. De l'autre côté, le plus liquide, ça serait bien sûr de l'Ether dans un wallet qui peut donc immédiatement être bougé. Mais maintenant, ça, c'est les extrêmes, et les extrêmes, c'est pas toujours le plus intéressant, bien sûr. Là où c'est intéressant, c'est tout ce qui se passe au milieu. Parce que qu'est-ce qui se passe au milieu? Eh bien, au milieu, il y a tout un tas d'actifs avec des formes d'engagement plus ou moins longues. Et disons, les formes d'engagement les plus courtes, c'est quelque chose comme l'apport de liquidité, puisqu'en soi, vous n'êtes pas engagé. Mais en réalité, avec les coûts en gaz et tout ce que ça implique d'apporter de la liquidité, d'avoir les tokens 50-50 et ainsi de suite, il y a une forme d'engagement implicite, disons. C'est-à-dire que vous n'allez pas déposer de la liquidité dans une pool Uniswap pour 2 minutes, puis après ressortir, à moins que vous ayez fait une fausse manip. A priori, vous allez déposer de la liquidité pour plusieurs jours, plusieurs semaines. Et donc, c'est plus vraiment de l'éther liquide, disons, dans ces pools Uniswap, c'est de l'éther, c'est pas non plus de l'éther solide, mais ça a une forme d'engagement quand même. Et pareil, si on descend dans la chaîne, les Ethers utilisés comme collatéraux pour minter des DAI, par exemple, pour emprunter des DAI, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire qu'a priori, avec les coûts en gaz de cette stratégie et tout ça, vous n'allez pas emprunter des DAI pour 2 jours, à part si vous avez vraiment un besoin immédiat, disons quoi. Euh, et donc c'est pareil, c'est forme d'accumulation des actifs dans un état un peu entre les deux, euh, donc, il n'y a pas de lock explicite, vous pouvez les mobiliser, mais dû à l'utilisation qui est faite des actifs,
ils sont engagés pour un certain laps de temps, que seul le porteur, le possesseur de ces actifs connaît, bien sûr. Mais c'est un engagement un peu plus longtemps, quoi. Et moi, ce que j'observe en ce moment, c'est comme ça que je le décrirai à un haut niveau, donc, c'est, comment dire, des, des protocoles qui demandent un engagement un peu plus actif de leurs utilisateurs, mais qui donc du coup potentiellement se traduisent en plus de récompenses, quoi, disons, de rémunération. Et pour l'instant, la principale logique explorée autour de ça, c'est une logique très similaire à celle de Maker initialement, en fait. Et c'est pour ça que le mot Vault chez Maker maintenant c'est un peu embêtant, puisqu'on parle de Vault chez Yearn aussi, mais vraiment l'idée de CDP, quoi. Donc de prendre une position collatéralisée par un actif volatile, à un emprunt, utiliser un actif volatile pour collatéraliser un emprunt en stable. Et bah, à ce niveau-là, on a pas forcément volatile l'actif d'ailleurs, mais un actif, voilà, pour collatéraliser un emprunt en stable. Donc à ce niveau-là, c'est tous les marchés monétaires. Mais moi, ceux qui vont m'intéresser particulièrement, en tout cas dans cette réflexion, ça va être Liquity, ça va être Alchemix, et un petit nouveau-né sur Polygon pour vous donner un exemple aussi de ce qui se passe en sidechain au même niveau. Donc Liquity, on en a déjà pas mal parlé. Je vais vous laisser peut-être aller voir les articles. Je vais vous mettre celui de Token Breeze qui était pas, j'avais parlé il n'y a pas si longtemps de ça. Euh, ouais. Et d'ailleurs, il vous parle d'Alchemix aussi, donc c'est pas plus mal si vous l'avez pas lu pour la réflexion. Ici. Mais plus ça va et plus plus le modèle, disons, me convainc. Enfin bon, j'étais déjà assez intrigué par le modèle d'un truc comme Liquity, mais il y a vraiment il y a quelque chose d'intéressant dans l'automatisation des liquidations et dans pas mal d'autres choix qui ont été faits au niveau du protocole. Et d'ailleurs, il prend plutôt pas mal en termes d'utilisation. Euh, et voilà, je vous proposais même une petite stratégie l'impliquant dans le dernier livre des recettes si vous cherchez de l'inspiration. Mais ce qui m'intéresse à ce niveau-là sur Liquity, c'est qu'en fait, euh, il y a plein de manières, disons, d'utiliser l'equity et vous pouvez faire des choses assez créatives et qui vont demander un management actif permanent de ça. Par exemple, utiliser l'equity pour emprunter des USD pour long l'Ether. Donc là, il va falloir faire attention à vos ratios et ainsi de suite. Mais il y a aussi potentiellement une approche plus passive à l'equity, juste dans l'optique de mettre des Ethers au travail, quoi. Dans l'optique où donc vous allez générer des LUSD, minter des LUSD, mais après à partir de là, vous cherchez juste un rendement sur les LUSD en eux-mêmes. Et donc le seul risque, entre guillemets, il y en a d'autres, il y a les smart contracts et tout ça, mais au niveau de votre position, ça va être de gérer ce ratio de collatéralisation. Et bah pour l'instant, c'est quelque chose que vous feriez manuellement, euh, puisqu'il n'y a pas d'autres options. Mais voilà, là, on revoit encore cette idée et la fameuse thèse transversale des gestionnaires, c'est que là, j'anticipe, c'est pas une énorme anticipation au fond, l'émergence de produits qui vont faire ça pour vous, quoi. Et il y a déjà un peu ça, par exemple, Yearn fait ça avec le Volt ETH, où c'est la stratégie Maker Delegate, qui va donc aller poser vos ETH sur Maker pour emprunter des DAI, pour après faire un rendement avec, pour le retraduire en ETH. Mais voilà, ça reste assez limité. C'est pas tout le Volt qui fait comme ça en plus. Et donc, en soi, on pourrait envisager un service spécifique, par exemple à Liquity ou à d'autres, qui manage la position pour les utilisateurs à ce niveau-là, et qui pourrait, bah, encore une fois, on revient sur toutes les logiques de pooling, de mutualisation des frais en gaz, et bah, d'une expérience surtout beaucoup plus simple. Et c'est un peu peut-être la clé pour le fameux Vault is passif, quoi, disons, que pas mal de gens attendent. Bon, il y a déjà quelques options, mais elles ne sont pas forcément les plus convaincantes. Et au final, c'est le même raisonnement sur Alchemix, bon, on va dire sur Alchemix, où en soi, vous pouvez, bah, pareil, mobiliser des DAI pour aller après emprunter du ALUSD, mais le laisser tel quel pour farmer du ALCX, le token de gouvernance. Et donc là, bon, en fait, ça se prête même à une stratégie totalement passive, mais c'est pareil, il y a deux niveaux de commitment quand vous êtes actif sur la plateforme, euh, à la fois au niveau de votre vault et en même temps en tant qu'apporteur de liquidité. Et ça, c'est un truc qui commence, pour moi, qui est un peu le thème, disons, transversal sur ce sous-thème de liquéfaction des actifs, qui est vraiment, en termes de productivité des actifs, disons, ça semble se concentrer sur des protocoles de cette nature-là. Alors après, ça reste à vous de voir, bien sûr. Mais donc, c'est pour ça que moi, j'anticipe vraiment, comme je vous disais,
un, un service, un peu comme on a vu Elixir pour gérer vos positions LP, Uniswap V3, un service qui là gérerait une position tout simplement de mint du stablecoin et apport de liquidité pour compound ça en collatéral, mais à un niveau, disons, bah, communautaire, quoi, dans le sens où on pourrait envisager des sommes importantes dans le vault et donc des récoltes fréquentes, même dans des jours comme celui-ci avec des gas costs impossibles. Alors, il y en a un troisième qui rentre dans la catégorie, disons, qui en plus, je crois que c'est ça, ouais, qui en plus a le mérite d'être sur Polygon. Donc ça, c'est assez chouette. Euh, et qui fonctionne un peu pareil, un peu... il y en a un autre aussi, oui, pardon, il y en a encore un autre. Mais d'abord, May.finance. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Allez. Il faut que je le mette sur Matic, c'est tout. Je ne l'ai pas fait encore sur ce PC. Bon, c'est pas grave au fond, c'est facile à suivre. Donc l'idée, c'est que c'est une logique vraiment, allez, on va dire à la Maker, mais sur Matic. Donc vous utilisez des Matic comme collatéral pour minter, pour frapper des Mi-Matic, qui est donc un stablecoin. Je crois que le ratio, il est à 2 tiers à peu près, un truc comme ça. Et à partir de là, libre à vous de faire ce que vous entendez avec les mimatiques. Donc soit utiliser par exemple pour Longmatic ou Longis ou ce que vous voulez, c'est des stablecoins, vous pouvez les swap pour à peu près tout et n'importe quoi. Pareil, elle vient me dire Long Network. Ouais. Je vais dire routeur, mais pardon, c'est pas grave. Donc soit pour déployer différentes stratégies, ou alors directement au sein du protocole en lui-même, en étant apporteur de liquidité sur les paires entre le stablecoin et leur token de gouvernance, par exemple, ou le stablecoin et l'USDC, la paire externe, disons. Des mimimatiques. Non, c'est des mimatiques, mais presque. Alors, si vous allez regarder de ce côté-là, il est aussi sur VFAT, le petit... hop, il est là, je crois. Bon, il y en a qui pop tous les jours. Mais voilà, vous pouvez vous faire une idée de ce que ça donne en termes de rendement, les strats sur May, sur les 3 pools qu'ils proposent par ici. Mais tout ça, au final, c'est très, comment dire, c'est très bullish sur le long terme, quoi, parce que si on le met à l'échelle de l'industrie, c'est une augmentation de la capital efficiency des actifs en général, parce que ça se fait à plusieurs niveaux, en fait, ça se fait par des protocoles qui permettent une plus grande capital efficiency. Et là, je pense que le plus évident à ce niveau-là, c'est Alchemix, puisque vous pouvez, tout en ayant des stablecoins qui farment sur Yearn, mobiliser encore 50% de la somme pour faire autre chose. Euh, donc voilà, c'est logique que votre capital a une efficacité multipliée dans une plateforme comme celui-ci. C'est un peu moins évident dans d'autres plateformes, mais ça va le devenir de plus en plus. Et donc oui, comme je disais, c'est à la fois les outils qui se développent, mais en même temps les utilisateurs qui deviennent un peu plus actifs et efficaces dans leur utilisation des protocoles. Donc Mayfinance, c'est sur Polygon, ouais. Et par contre, Liquidity et et Alchemix sont sur Ethereum Mainnet. Et il y en avait un autre. Ouais, il y a il y a un fork. Bon, ça vous le verrez par vous-même. Mais si, comme j'en ai pas mal parlé, allez, on va le faire rapidement. Comment il s'appelle? Oh, je sais même plus. Bon, tant pis. Mais pour ceux qui sont sur Liquidity, staker de LQTI, sachez qu'il y a un fork BSC de Liquidity et qu'il va y avoir airdrop pour un peu dans la même logique que Ellipsis pour les holders de VECRV. Donc voilà, renseignez-vous, je sais plus comment il s'appelle, il a un nom un peu pareil, mais pas exactement pareil. Fluidity, voilà, c'est ça. Merci Gateson, toujours de dépannage au top niveau. Donc ouais, allez voir là-bas si vous avez des LQTI stakés dans Liquidity. Je crois qu'on peut en venir au sujet principal qui va rejoindre un peu la réflexion, donc l'engagement de plus en plus conséquent des actifs, disons, sous différentes formes, que ce soit en LP ou via des tokens des marchés d'actifs, en fait. Et qu'est-ce que ça implique? Mais après, il y a disons, une autre jambe de ce mouvement-là. Bon, il y en a plein, en fait. Hein. Il y a le staking sur Ethereum 2.0 aussi, voilà, c'est un autre puits de verrouillage d'Ether, on en a parlé.
Mais il y a une autre jambe pour moi de ce mouvement-là qui est donc les modèles de gouvernance sur les tokens des plateformes DeFi, les modèles de tokenomics, pardon, sur les plateformes DeFi. Et notamment, en fait, euh, une tokenomics, disons, typique qui semble émerger comme idéale pour les plateformes qui ont des apporteurs de liquidité et tout un mécanisme de gouvernance autour, donc des choses comme Curve, mais en fait potentiellement aussi comme des AMM ou Happy Wine Finance, donc qui permet de rendre productif ses futurs yields, ou d'autres choses comme ça. Et donc là, je pense que ça vaut le coup de prendre le temps de rentrer un peu dans le modèle pour bien comprendre. Et surtout, pourquoi il commence à y avoir de plus en plus de plateformes qui s'inspirent de cette logique VECRV. Et donc notamment APWine, on a Antoine dans le chat, coucou, ça fait plaisir de te voir. Donc déjà juste le modèle VECRV pour être sûr qu'on a perdu personne. Pareil, ça s'est documenté sur mon blog depuis un bail, c'est là où l'alphavie, n'hésitez pas à aller le voir. Mais l'idée principale en fait, c'est que pour mobiliser vos CRV dans la gouvernance de Curve, dans tout ce qui va tout ce qui va être relatif à la fois les frais collectés par l'échange et en même temps les décisions de gouvernance et même les décisions plus de paramétrage, disons, au niveau des bonus des pools, tout ça, c'est verrouillé en quelque sorte derrière cette logique du VECRV. C'est-à-dire que vos CRV tels quels, vous ne pouvez pas vous impliquer dans la gouvernance. Il faut les verrouiller dans la DAO de Curve pour pouvoir le faire. Et en fait, quand vous verrouillez, vous prenez une décision qui est combien de temps. Et ça va de 1 à 4 ans, et ça vous donne un ratio différent de VECRV, puisque vous prenez un engagement plus ou moins important. Et c'est après donc ces VECRV, et pas le CRV, qui est utilisé comme base pour déterminer, par exemple, votre part des frais de la plateforme que vous allez collecter, ou votre capacité, votre poids dans les votes de la DAO, votre capacité à booster les pools, et ainsi de suite. Et pareil, il faut une certaine quantité de VECRV, je crois 1500 ou 2500 peut-être, pour pouvoir soumettre une proposale à la DAO, et ainsi de suite. Il y a plein de choses, mais tout part du principe que, en gros, vous voulez vous impliquer dans Curve, et il faut au moins être verrouillé à un an, il y a peut-être un peu moins maintenant, mais vous allez avoir un ratio bien moindre de VECRV. Donc ça aligne les holders de CRV qui sont donc stakers aussi sur la DAO, sur une logique long terme, et potentiellement une logique en année, puisqu'on vous rappelle que, je crois qu'il vous l'affiche ici, mais le stake moyen, la durée de stake moyenne, non, ils la mettent pas. Zut. Ah, je sais plus où c'était. Si, c'est ce que ça affichait quelque part. Peut-être dans les stats. Peut-être dans les stats. Mais je crois que c'est 3 ans et demi ou quelque chose comme ça. Non, là, ça va être les stats sur les poules. Donc c'est vraiment énorme, en fait. Et ça, c'est euh, c'est donc la première composante de ce mécanisme. La deuxième composante, qui est assez intéressante aussi, puisqu'elle transforme les liquidity providers en possesseurs de CRV, mais aussi, de l'autre côté, donne un intérêt bonus, disons, aux possesseurs de CRV stakés dans la DAO à avoir de la liquidité sur les pool curves. Donc c'est une sorte les deux populations se rejoignent à ce niveau-là. Et c'est idéal, puisqu'a priori, Curve, c'est une plateforme de swap. Et là, on est en train d'expliquer qu'ils ont une tokenomics en gros, qui fait que leurs liquidity providers deviennent token holders de CRV, et leurs token holders de CRV ont une incentive à être liquidity provider. Vous voyez qu'il y a une synergie assez intéressante à ce niveau-là. Et en plus de ça, le tout, c'est que, avec ce mécanisme de lock, euh, plus ils sont apporteurs de liquidité pendant longtemps, plus ils vont avoir une incitation à verrouiller longtemps pour booster. Vous voyez, c'est très synergistique à tous les niveaux, quoi. Et donc ça vous permet d'avoir une population d'utilisateurs de votre protocole qui va être engagée pour 3 ans et demi en moyenne ou plus, et qui connaît bien le protocole, puisque bon, elle a un intérêt direct à le comprendre, et qui participe du coup assez activement, que ce soit les votes sur les jauges ou les choses comme ça, ou l'apport de liquidité, à son développement. Et bon, après, il y a aussi plein de conséquences de ce modèle-là. On en a parlé pas mal sur la chaîne au niveau comment dire, des bagues de CRV en fait gérées par d'autres protocoles directement. Donc là, je vous renvoie à Yearn Finance qui possède, je
je sais plus combien, mais un bon petit paquet de VE CRV maintenant. On va voir si on retrouve là. Ouais. Combien ils en ont? 10 millions, un truc? Non, ça c'est le max supply. De toute façon, ils sont tous dans le. Ah non, parce qu'il y a le LP aussi. Enfin bref, voilà, on parle en 5-6 millions de CRV minimum dans cette histoire-là. Et ça permet à Yearn de booster les positions, euh, leur volt en fait, puisque quand vous déposez dans Yearn, vous allez farmer curve. Et vous pouvez même voir le détail. On va prendre un truc qui se booste bien pour que tout le monde comprenne. Euh, je sais pas moi. Euh, ouais, la 3 pool par exemple. Tant que ça recharge. Parce que USDC, ils sont sur d'autres stratégies, mais par exemple, là, hop, les cons pour les banques, qu'importe. Là, vous voyez le détail. Ah, mais ça va être tout petit. Mais en gros, vous avez une API de pool à 5%, une API de base en servait à 17,38, qui est boostée à 1,24, donc qui finit à 30%. Et bon, après, il y a des frais et différentes commissions, bien sûr, payées au l'heure de VECRV, mais qui permettent du coup d'augmenter le rendement au total de la pool. Et ça, comment dire, c'est très synergistique en fait ce modèle que Yearn a développé au niveau du IVECRV. Et il y a d'ailleurs potentiellement la prochaine étape. Donc là, c'est la première étape, si vous voulez, dans le jeu de. Non, c'est pas celui-là, zut. Euh, je vais le retrouver. Dans le jeu des CRV, la première étape, c'est le côté gestionnaire. Donc voilà, c'est Yearn qui arrive et qui dit ah bon, tu me donnes tes CRV, moi je vais l'utiliser pour booster mes votes et je te paye un rendement. Mais après, je pense qu'on va aussi voir potentiellement euh, une étape de mutualisation. Et donc là, c'est potentiellement un truc comme Convex, où eux, ils vont avoir des CRV mercenaires, des VE CRV mercenaires, si j'ai bien compris le modèle à terme. Donc c'est-à-dire que leur propre, pareil, un mécanisme pour incentiver les gens à déposer des CRV loqués à vie et les rémunérer pour ça. Mais après, potentiellement, rendre cette capacité de boost disponible pour d'autres, notamment d'autres protocoles, ça pourrait être intéressant. Euh, Pensez à des trucs genre Harvest.finance qui voudrait booster ses volts, mais qui n'a pas lui-même son stage de CRV, comme Yearn, qui pourrait rentrer dans ce jeu-là de manière compétitive s'il avait un service tiers, une DAO, où il pourrait aller et dire voilà, coucou, moi j'ai 350 millions de liquidités sur ces 4 poules-là, j'ai besoin d'un boost, combien ça coûte pour louer une capacité de boosting par mois et avoir quelque chose qui profite en fait aux deux acteurs. Et ça, c'est voilà, c'est potentiellement la prochaine étape, mais après, ça va encore plus loin. C'est pour ça que cette économique, ça te fait péter des têtes, en fait, hein. Parce que bah, là, on n'a même pas commencé à parler de tout ce qui est un potentiel, une tokenisation, en fait, de la capacité de gouvernance des VECRV en gardant le côté collecte fee et boost sur le possesseur originel. Parce qu'en fait, on est dans une situation où la plupart des gens, euh, donc soit passent par des produits tiers qui boostent pour eux, comme Yearn, ok, soit stake eux-mêmes leur CRV et vont utiliser, vont collecter leurs frais, parce que, voilà, bien sûr, hein, qui ne prendraient pas de l'argent, et vont probablement, enfin c'est automatique d'ailleurs, vont booster leur pool, mais après, ils vont peut-être pas forcément utiliser les autres niveaux d'engagement, qui sont donc la capacité à voter sur les CRV alloués aux différentes pools, et après les votes de gouvernance, proposal, et ainsi de suite. Et donc ça pourrait être tokenisé et rendu empruntable par d'autres potentiellement, et ça créerait un autre flux pour les possesseurs de VECRV aussi. Bref, tout ça, c'est pour vous montrer qu'en fait, ce modèle, il est très pertinent sur le long terme et il aligne les intérêts de telle sorte qu'on peut même envisager de l'écosystème étendu, comme on voit sur Curve, qui se développe dessus, mais pas par altruisme vers Curve, mais juste parce que ça fait du sens pour eux. Et ça, c'est le modèle d'un système bien fait. De la même manière que comme on voyait, la Lixir.finance ou d'autres qui développent des services de gestion de liquidité Uniswap, c'est aussi parce que voilà, il y a un intérêt à le faire, il y a des enjeux importants. Si vous devenez le principal gestionnaire des positions de liquidité sur Uniswap, ça peut avoir beaucoup de valeur. Donc ça, c'est le haut niveau, disons, l'idée du modèle VECRV. Après,
Moi, ça me surprend presque que ça n'arrive que maintenant, en fait. Mais voilà, on commence à voir d'autres plateformes qui répliquent une approche comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on a en implémenté en live? Il me semble que sur Pickle, ils ont une petite logique comme ça, mais alors elle est assez marginale et vraiment pour les baleines de Pickle. Euh, mais en fait, c'est l'idée que donc Pickle, c'est des vaults classiques. Voilà, vous avez différentes jars où vous déposez vos actifs. Euh, donc, je fais Travis, LUSD. Ah tiens, c'est nouveau ça. D'autres paires, qu'importe. Et après, vous pouvez potentiellement les staker pour avoir un petit bonus en Pickle. Et après, il y a tout un mécanisme avec le deal, qui est en gros quand vous stakez vos pickles sur pickle, vous obtenez des deals qui vous permettent de booster qui vous donnent une part des frais et vous permettent de booster vos rendements en pickle sur ce que vous avez dans les fermes. Donc voilà, c'est un peu une reprise, disons, légère de ce modèle-là. Je ne sais pas s'il y a tout le mécanisme de vote autour de combien de pickles allouer à chaque ferme. Mais voilà, ça vous montre déjà un peu comment cette tokenomics peut être reprise par d'autres projets. Et, notamment aussi après, allez, on va vous mettre dans le chat, il y a, donc, comme on en parlait, AP1 qui va, oups, c'est pas dans le doc, c'est dans le blog. Il y a AP1 qui va pas tarder à arriver, si tout va bien, et qui reprend un modèle assez similaire pour ce tokenomics, et ça fait beaucoup de sens pour eux, puisque comme CRV, en fait, ils ont un problème, comme tout service avec qui propose en fait aux gens d'apporter de la liquidité à différents niveaux, ils ont, euh, pardon, ils ont un problème initial qui est en fait le service fait du sens s'il y a beaucoup de liquidité disponible, mais initialement, ça ne fait pas beaucoup de sens d'apporter de la liquidité puisqu'il y a voilà, il ne va pas y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de frais collectés, quoi que ce soit. Donc il y a un problème d'œuf et de la poule assez classique, quoi. Et ça permet aussi de le résoudre en créant des incitations et en pouvant aussi avoir une gestion assez dynamique de ces incitations puisqu'elles sont gérées directement par les holders du IP1 token. Et qui sont ces holders du IP1 token? Et ben, comme sur Curve, c'est les gens qui ont déposé des liquidités et qui ont farmé des IP1, ou alors c'est il y a une sorte de... je sais plus, le initial bootstrapping, en gros les gens qui ont participé à l'événement de lancement. Mais voilà, ça crée de facto un alignement des intérêts où, a priori, les possesseurs des IP1 tokens vont être des gens intéressés dans IP1 slash des apporteurs de liquidités sur IP1. Bref, la même logique que sur Curve. Et donc une population de holders qui est impliquée directement dans le protocole et surtout intéressée sur le long terme. Pardon, si je vous ai mis le lien, c'est bon. Donc là, on est sur un modèle, je vous laisse voir le détail de l'article, on est sur un modèle en fait qui reprend la logique VECRV, mais sur une approche de 2 ans, je crois, max. Parce qu'il y a quelqu'un qui commentait dans le chat que 4 ans, c'est un peu flippant pour un protocole DeFi, quoi. Euh, et bah, potentiellement oui, mais en fait, moi je pense que les premiers lockers de VECRV, tu vois, ils vont rentrer dans l'histoire, hein. D'une certaine manière, ils ont fait un choix où les gens pensaient que c'était tendu, mais a priori, ils ont été plutôt bien récompensés. Bon, après, ça dépend de comment ils ont acquis leur CRV, et ainsi de suite. Euh, mais voilà, c'était pas alors qu'à l'époque, ça pouvait sembler un peu wow, c'était pas un move délirant de loquer ses CRV pour 4 ans. Il y a plein de gens qui le font, qui en sont très heureux. Et voilà, après, on va peut-être avoir des variantes à 2 ans, à 1 an, en fonction des protocoles. Mais ça, je pense que c'est un modèle de tokenomics qui, en fait, comme je vous le disais, pour moi, est applicable à peu près n'importe quel protocole DeFi qui gère des fonds pour les utilisateurs, fonds étant utilisés pour générer un rendement pour ces utilisateurs, qui génèrent donc des frais qui sont collectés par le protocole. Bon. Et ça, en fait, ça décrit pas mal de trucs, mine de rien. Donc, à voir ce que ça va donner sur le long terme. Euh, Après, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une sorte de... allez, on va le montrer, c'est pas grave. Il y a une sorte de petite variante. Ouais, non, c'est peut-être plus intéressant sur ce modèle-là. Il y a une sorte de variante plus court-termiste. Non, c'est Adamant Finance. Plus court-termiste de ce modèle-là, qui est la logique du... je sais même pas trop comment l'appeler, un modèle de vesting 3 mois, plus burn, plus lock. Donc on va le découper, mais voilà, ça serait un protocole comme Adamant Finance. Donc Adamant, juste à haut niveau, mais en fait on s'en fout un peu
pour cette réflexion, parce que je vous rappelle, la réflexion, c'est en gros une tokenomics pour un protocole DeFi qui gère des positions d'utilisateurs et collecte des frais. Donc ça peut s'appliquer à n'importe quoi, mais en l'occurrence, là, Adamant, ça gère des positions d'apport de liquidité, donc des gens qui sont apporteurs de liquidité sur QuickSwap, sur Commerce, sur Sushi, ainsi de suite, et ça auto-compound leurs tokens farmés dans leur position et ça les rémunère en ADI. Bref. Ce qui est intéressant, c'est que ça les rémunère en ADI avec un vest de 3 mois. Donc ça veut dire qu'en fait, ils ont leurs ADI, par exemple, vous avez farmé 10 ADI aujourd'hui, vous allez les claim, ils sont vestés dans Adamant, donc ils gagnent ce rendement en quick, mais vous ne pouvez pas les sortir à moins de brûler la moitié des ADI, moitié qui sera distribuée aux gens qui, eux, ont stake et lock leur ADI pour 3 mois. Donc ça fait une sorte de petit modèle pour aligner tout ça et en gros récompenser les gens plus patients, plus long terme sur le projet qui vont aller dans une approche de lock 3 mois, euh, avec ce qui est collecté sur les impatients, sachant que dans les impatients, il y a aussi peut-être des gens qui sont juste dans une logique de gestion de risque. C'est-à-dire que comme vous voyez les volts là, on va prendre un truc simple, mais voilà, USDT, USDC, LP, vous voyez, vous avez 80% et quelques de rendement, mais dont les trois quarts sont en ADI. Et donc en fait, peut-être que quelqu'un qui veut gérer son risque de manière prudente va juste fréquemment claim ses ADI et après accepter de perdre la moitié pour les vendre au prix d'aujourd'hui donc, sans prendre un risque sur 3 mois dans le futur et actualiser une API qui sera de facto environ 44% sur cette paire plutôt que 88, mais au moins bien réalisée à l'instant T. De l'autre côté, quelqu'un qui est plus ah tiens c'est marrant ce petit truc a dit ça me parle pourquoi pas ça peut marcher sur le long terme eh bien il a plusieurs approches en fait. Soit il peut disons juste tout simplement laisser ses ADI vested et attendre les 3 mois. Pendant ce temps-là il aura récupéré le rendement en quick. Ou alors s'il est plus cavalier carrément aller dans une logique de les claim plus tôt en acceptant le burn de 50% mais pour après les relock pour 3 mois et du coup générer un rendement ADI dessus. Oui, il y a plusieurs niveaux de jeu. Et en effet, c'est le modèle d'Ellipsis, hein, mais là, je vous le montre sur ADI, Adamant Finance, parce que sur Ellipsis, c'est juste pour une distribution de l'airdrop initial. Alors que là, ce que j'aime bien sur Adamant, c'est qu'en fait, c'est pour ce que les gens farment en utilisant le protocole, quoi. Et donc, c'est une manière de gérer un peu cette dilution continue. Bon, après, à voir ce que ça va donner sur le token en lui-même. Mais voilà, c'est un modèle qui a de la pertinence pour moi, qui reprend un peu cette logique de lock. Bon, après, là, il n'y a pas de durée et, et toute la logique du VE, mais ça vous montre un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ces mécanismes de lock, quoi. Et voilà, je pense que ça aussi, ça a du sens sur le long terme. Alors après, à voir quelles plateformes vont aller vers ça, mais je pense que c'est assez clair que des protocoles comme Yearn, comme Sushi, des choses de cette ampleur-là, d'ici 6 mois, 1 an, je les vois mal continuer à avoir un modèle comme ils l'ont aujourd'hui, notamment sur Sushi. Depuis la levée du vesting, il y a une sorte de creux quoi, sur comment ils vont faire évoluer leur tokenomics pour que ça ait un sens. Euh, et c'est un peu pareil côté Yearn, où le token se porte très bien en termes de prix, mais il a toujours pas de. Ah, c'est vrai que, pardon, merci Gaëtan, j'ai oublié. Sushi, ils ont déjà annoncé une sorte de mécanisme un peu plus long terme, pareil. Ça reprend un peu des éléments de VECRV au Sushi, ou je sais plus. Je l'ai vu passer, mais j'ai pas trouvé le temps de le creuser encore. Et Yearn, pareil, je pense que il va y avoir quelque chose aussi au niveau d'une redistribution de la collecte de frais de ce que génère la DAO Yarn, peut-être un rééquilibrage aussi euh, en fonction de ce qui est donné aux stratégistes, au protocole et ainsi de suite, et peut-être une capacité à... alors là, le truc, c'est qu'ils n'ont pas de rendement natif Yarn, donc booster les rendements, c'est compliqué, euh, mais merci HKK pour les petits détails sur le Osushi. Ah, d'accord. Donc ça, oui. Ah, c'est marrant ça. Ah ouais, ah, ils mixent un peu les deux. Donc en fait, vous avez une logique VE-CRV, vous loquez vos sushis pour 1 à 4 ans, sauf que vous pouvez aussi les unlock plus tôt en acceptant de burn 50%, distribué au staker X sushi. Ok. Ouais, d'accord. Après, c'est une logique synergistique, d'accord.
Donc ouais, ouais, à voir. Bah, c'est vrai qu'après, voilà, un truc comme ça fait du sens que il y en accumule, parce qu'après, ils vont proposer des vols sushi potentiellement, et peut-être même des protocoles comme Pickle ou autres, à voir comment ils vont s'organiser dans la famille étendue Yearn. Mais vous voyez bien que ça crée vraiment un intérêt à posséder du token sur le long terme si vous êtes utilisateur de la plateforme, et ça aligne les deux, ce qui est, euh, ce qui est très vertueux en fait. Voilà, c'est un peu l'essentiel de ma thèse aujourd'hui, hein. C'est voilà que comment dire. Allez, pour la résumer donc, l'émergence de différents types de gestionnaires en DeFi, parce que les produits deviennent un peu plus complexes et notamment plus coûteux à terme à cause des coûts en gaz à utiliser. Euh, mais aussi, en fait, il nécessite tout simplement plus d'opérations, je pense, aux positions LP d'Uniswap V3 ou à tout ce qui implique du leverage. Euh, et donc, on a un nouveau niveau de service intermédiaire entre les deux qui soit commence à émerger, soit est à venir pour bah, gérer de manière automatique ces positions, mais aussi de manière plus efficace, puisqu'elles sont poolées à des fonds de plein d'utilisateurs d'un coup, et donc réduire l'impact des coûts en gaz ou autres. Mais là où pour moi ça va vraiment exploser ces trucs-là, c'est sur L2 ou sidechain. Parce que là, tout l'intérêt de l'effet composé peut se manifester, même sur des petites poules qui font pas des millions de dollars de dépôt, quoi. Et, euh, et ouais, c'est excitant de voir où ça va nous mener. Donc moi, je vous invite vraiment pour ceux qui sont pas encore en train de diffier, de vraiment aller tester un peu tout ce qui se passe sur Polygon, parce que là, pour le coup, ça vous pardonne pas mal côté frais. Euh, Après, voilà, choisissez vos protocoles quand même avec un peu de discernement, parce qu'il y a pas mal de trucs assez court terme, disons, mais vous pouvez aller sur VFAT pour vous faire une idée des options qu'il y a déjà sur Polygon. Je vais vous mettre ça un peu plus grand. Alors, il y a plein de trucs qui sont des variantes de ferme un peu copier-coller, quoi, mais il y a quand même quatre cinq trucs intéressants. Et c'est vrai que, ouais, on va peut-être en reparler parce que ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas fait le tour de l'écosystème, disons. Mais donc, ouais, il y a AV, maintenant, vous connaissez, pour emprunter, déposer et générer un rendement à ce niveau-là. Et on a eu Sushi qui s'est lancé récemment sur Polygon, vous le retrouverez sur VFAT aussi. Le May, donc, pour le vérifier vomatique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et après, au niveau des DEX, QuickSwap, Comex qui sont toujours parmi les plus gros, et le fameux Adamant Finance pour automatiser la gestion de ces positions d'apport de liquidité sur les DEX, y compris aussi Sushi. Et bien sûr, tout ce qui va être côté Curve, donc le Polygon Curve Finance. Je vais y arriver. C'est Xavier Azerty et moi, ça fait deux. Euh, donc il y a une seule pool pour l'instant, mais là où c'est assez chouette, euh, c'est que tu peux aussi utiliser StakeDAO pour gérer cette position-là d'apporteur de liquidité sur la pool CRV Polygon AV. Et en plus de ça, donc avoir un rendement additionnel. Donc concrètement, de base, vous avez environ 35% sur la pool Curve Polygon au total en comptant les matiques. Euh, Vous pouvez utiliser... Allez, ah oui, stop. Vous pouvez utiliser StakeDAO pour gérer cette position-là pour vous, qui va donc, qu'on soit explicite, il va donc vendre les matiques que vous auriez obtenues si vous l'avez posé directement sur Curve pour plus de stable. Ça, c'est les 31% et quelques en SD, 3 MCRV. Et au-dessus de ça, si vous stakez votre token LP ici, sur cet onglet LP Farming, vous donnez un peu de SDT en plus, ces fameux 27% et quelques. Donc ça commence à faire pas mal d'options pour faire des choses sur Polygon. Alors après, je vois qu'il y a un petit débat dans le chat, donc je vais rebondir dessus. Le site qui reporterie les protocoles matiques, les protocoles sur Polygon Unknowns, bah, ça va être VFAT. Hein. Euh, ah oui, et c'est vrai qu'on signale, il y a même Bifi maintenant, qui a des vaults single assets sur Polygon, Pool Together, Comes, il y a plein de trucs. Donc je vous laisse aller voir ça tranquillement. Mais pour reprendre la discussion, donc c'était quoi? Polestar XX. Toi qui aimes la décentralisation, pourquoi défendre Matic alors que Binance possède le plus gros node de staking? Euh, Oui, non, ça c'est une bonne question. Alors c'est vrai qu'il y a une concentration à ce niveau-là et aussi au niveau des tokens. Euh, alors après,
ça reste quand même déjà une alternative euh, meilleure à ce niveau-là que ce qu'on avait avant en termes d'utilisation de protocoles EVM compatibles pour faire de la DeFi à bas frais, qui sont d'ailleurs pas si bas, qui était en gros la BSC. Euh, donc moi je le vois comme ça, c'est clairement pas une solution long terme, c'est clairement pas une solution idéale. Euh, N'empêche que dans mon livre en tout cas, ça me semble meilleur que la BSC par exemple, et ça permet de restaurer l'accès à la DeFi, même pour les gens qui ne peuvent pas se permettre de suer 200, 300 dollars de gaz pour faire des transactions. Donc ça, c'est vraiment critique parce que sinon, on se retrouve enfermé pour, euh, dans, comment dire, avec nos holders actuels, quoi, les gens qui sont déjà impliqués, mais ça devient dur d'impliquer quelqu'un de l'extérieur si la moindre opération qu'il va faire, même sa première, ça lui coûte une blinde, quoi. Et outre ça, il y a quand même un problème de frais en gaz sur BSC, mine de rien. Dont les gens parlent peu, hein, mais ils sont déjà excessifs et ils ne permettent pas cette utilisation-là déjà au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire un gars qui va aller avec 100 dollars sur BSC, il prend l'impact du gaz dans la gueule. Il va payer la lot 15, 20, 30 cents, il va payer un dépôt 50 cents, 1 dollar, il le sent. Donc on n'est pas dans l'abstraction du gaz en termes de coût quoi, sur Polygon, alors que sur BSC, alors que sur Polygon, ça devient tellement marginal que le ressenti, même pour un petit porteur, il est vraiment faible. Et donc c'est pour ça que j'encourage vraiment, ouais, comme vous le disiez dans le chat, vous êtes plusieurs, si vous découvrez la DeFi, que vous voulez pas faire des trucs de taré avec des 50 ou des 100 000, et c'est normal, c'est bienvenu de ne pas être un taré dès que vous découvrez, et ben aller sur Polygon avec 500 ou 1000. Et là, vous pouvez déjà faire des choses, vous pouvez faire des rendements, et surtout apprendre, quoi. Et oui, on a oublié aussi de mentionner, évidemment, bien sûr, le grand, l'unique Paraswap sur Polygon pour faire vos swaps. Et c'est particulièrement utile parce qu'il y a de la liquidité très fragmentée sur plein de pools différentes. Donc voilà. Et bon, si vous êtes sur BSC, ça supporte aussi BSC maintenant. Euh, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà. Petit coucou à Mounir Paraswap. Ça faisait longtemps. C'est sur les trois Ethereum, BSC et Polygon. Alors sur Phantom, ça, je sais pas si ça va arriver tout de suite. Mais ouais, je sais pas où ça en est sur Phantom. J'ai pas trop suivi, je vous avoue. Euh, alors, des infos insider sur le L2 de Curve. Bon, déjà, je suis pas insider sur Curve, hein. Je suis juste appréciateur de beau design et choses. Euh, game recognizes game, tu vois. C'est un peu ça. Quand j'ai vu la tokenomics CRV au début, j'ai pas compris, puis après j'ai compris et j'ai respecté, disons. Euh, et comment dire? Bah, au niveau de L2, en fait, en soi, le game long terme de tout acteur assez dans une logique pérenne, il est évident. C'est qu'on on le sait très bien, c'est pas de la bidouille un peu rapide qui sert bien pour l'instant, mais qui est pas le plus pérenne sur le long terme. Et ça peut évoluer d'ailleurs. Il y a plusieurs mécanismes envisagés pour Polygon, mais ça va plutôt être des choses à base de roll-up, de ZK, quoi. Et notamment à ce niveau-là, il me semble qu'ils bossent avec ZK Sync Curve et il y a des choses. Il y a des choses, enfin, au niveau des roll-ups d'Otcast, pardon, et c'est, en gros, c'est la solution de scaling la moins compromettante, et donc celle qui est explorée, je pense, pour, euh, pour, euh, pour le long terme, quoi. Après, ça n'empêche pas qu'entre-temps, il y a des gens qui sont là aujourd'hui, qui veulent faire de la DeFi, et qui n'ont pas envie de payer 100 dollars, et ça, je le respecte. J'étais un peu snob avant à ce niveau-là, mais il faut être conscient de ça, quoi. On peut tout simplement pas se permettre de laisser dehors autant de gens à cause des, euh, des frais, quoi. Et alors après, ouais, qu'est-ce qui arrive à une sidechain comme Polygon avec la mise à jour d'Ethereum, mise 2.0, le merge, réduction des frais sur le mainnet. Donc déjà, c'est euh, en assumant que il va y avoir une réduction effective des frais,
Euh, Ce qui en soi, je veux dire, est pas impossible, mais en même temps, il faut bien comprendre que, je sais pas trop comment le dire, mais même dans 5 ans, mettons, ok, on a du 10 gwei, 15 gwei de manière fréquente, mettons, mais du 15 gwei sur un Ether à, je sais pas, dans 5 ans, allez, 20 000, ça fera le même effet que du 60 gwei sur un Ether à 5 000. Il faut comprendre ça aussi en termes de coût au dollar d'une opération. Donc, c'est pas forcément dit qu'on va jamais atteindre un jour une situation sur le mainnet où les frais en gaz seront marginaux comme ils peuvent l'être sur Polygon, où bah, vous collectez 100 balles de reward, vous en avez rien à foutre de les stake dans un truc, même si vous allez payer tellement une fraction de fee que même sur 100 dollars, staker sur un truc, je sais pas, à 0,2%, 0,3% de rendement, ça va vous rentrer dans les frais en quelques minutes, des frais en gaz. Euh, donc oui, voilà, il y a une thèse, disons une thèse, un scénario qui est pas du tout de la science-fiction en fait, qui serait que, en gros, l'interaction de base d'une personne lambda avec Ethereum ne se fera pas en L1. Elle se fera en L2 et après, via différents mécanismes, potentiellement reviendra sur le L1, mais pas forcément. Et là, après, on rejoint un peu toutes ces idées de pooling ou de choses comme ça, c'est-à-dire d'envisager même que l'utilisateur dépose sur un L2 pas cher qu'à des bonnes on-ramp avec la fiat, et qu'après, le protocole de ce L2 déploie les fonds sur un L1 ou une autre sidechain ou ainsi de suite, un autre L2. Et donc, en gros, toute l'idée d'avoir des protocoles qui gèrent le cross-chain pour les utilisateurs, plutôt que ce soit les utilisateurs qui le gèrent eux-mêmes. Et quand on aura des solutions matures à ce niveau-là, pareil, ça va aider beaucoup. Mais au niveau des frais mainnet, c'est très dur de dire où ça va aller, quoi. Là, bien malin est celui qui avait prédit qu'on allait réexploser les frais. Je veux dire, on s'était presque réhabitué à une situation sous les Sangway. Après, c'est vrai que c'était un peu surprenant de voir, d'habitude, euh, les excitations sur le prix de l'Ether sont assez corrélées avec les gas prices. C'est-à-dire que c'est rare. Il y avait une situation il y a quelques jours, on a vu un ATH d'Ether sur une fast à 40 gwei. Et ça, c'était un peu surprenant, parce que d'habitude, qui dit ATH dit beaucoup d'excitation sur les marchés, et ça bouge pas mal. Mais voilà, au final, maintenant on se retrouve avec une situation comme on a depuis quelques jours, on est revenu sur des coûts vraiment élevés, et, euh, et ça impacte tout le monde, et ça rend d'autant plus nécessaire ce genre de solution. Alors, où ça parle d'avalanche, ça? Oui, à voir. À voir. Bon, je veux dire que moi, en termes de autres réseaux, j'ai pas, hélas, le temps de tester grand-chose, autre que, autre que tout simplement, comment dire, Ethereum. J'ai fait un petit tour sur Solana, assez horrible, mais pour voir ce que c'était. PSC pour aller ramasser mes ellipses. Et Polygon, du coup, que j'utilise là pour le coup plus sérieusement, parce qu'il y a des choses à faire dessus. C'est intéressant, puis ça fait plaisir de pouvoir faire des petites TX à bas frais, quoi. C'est vrai que ça impacte quand même, mine de rien, et qu'il y a une forme de, bah, pour vous donner une idée, mes textes sur Ethereum, en gros, j'ai un tableau où je les note et j'attends le moment pour les faire. J'essaie de réfléchir. Maintenant, j'ai une gestion de ça, quoi. Euh, Parce que sinon, bah, c'est tendu, quoi. Ah, alors, l'espérance de vie sur Polygon, bah, comme je vous le disais, pour moi, elle est pas. En tout cas, je rejoins pas la thèse de l'espérance de vie des sidechains, des solutions de scalabilité en général est limitée parce que le mainnet va arriver avec une mise à jour qui claque, enlève tous les frais et c'est parti. Et on n'aura plus besoin de ça. Et merci pour le dépannage pendant 6 mois, mais en fait, salut Matic et tu retournes à zéro. Euh, Ça m'étonnerait quand même parce que, encore une fois, ils seront jamais marginaux les frais mainnet. Et il y a des choses que des frais marginaux permettent de faire que tu peux pas faire à un endroit où même, mettons que ça soit pas cher, mais ça reste coûteux. C'est-à-dire, bah, prends la situation aujourd'hui où, bon là, ok, on a vu ça coûte 500 balles sur 300 Gwei pour apporter la liquidité sur une swap V3. D'accord, mais tu vois bien que même si tu es sur 50 Gwei, un coût bas en base, un coût a priori assez bas, en tout cas en ce moment, ça reste non trivial. L'apport de liquidité sur une swap V3 va quand même te coûter 70, 80, 100 dollars. Je sais pas, estimation comme ça. Mais donc,
Voilà, tout ce qui est, si tu commences à avoir des paires ou tu farmes un truc, que tu veux grande bande, c'est impossible, tu vois, voilà, il faut que tu déposes 5 millions dedans pour sortir. Voilà, là, sur un truc comme Polygon, tu peux envisager des vaults beaucoup plus dynamiques dans leur compound, des positions leveragées de lending, pareil, beaucoup plus dynamiques et agressives parce qu'elles peuvent se corriger beaucoup plus vite. Il y a toute une forme de je sais pas comment dire en fait. Ça va au-delà juste de la. Il y a la perspective utilisateur d'un truc comme Polygon, vous dites ah c'est cool, ok, ça va vite et je paye pas beaucoup de frais. Ça c'est un. Mais il y a la perspective protocole en fait, où il y a tout un tas de trucs que les protocoles aujourd'hui peuvent pas faire ou ils sont limités à cause du gaz. Et bah, sur Polygon, ça réduit grandement cette limitation. Et bah, un exemple pour moi le plus compréhensible, c'est tu prends une position LP qui farme quelque chose, par exemple du quick. Tu mets ça sur mainnet, euh, en gros, tu vas campagne une fois par semaine, quoi, parce que sinon, ça va te coûter trop cher. Vendre la moitié des quicks pour l'autre token de ta pool, puis resupply dans la pool, puis restake, 3 opérations. Voilà. Alors que là, sur un truc comme Polygon, tu peux envisager un campagne tous les jours ou tous les quelques heures, et notamment sur un produit qui serait un vault qui gérait une position de plusieurs millions pour plusieurs utilisateurs en même temps. Donc ça ouvre des portes en fait, ça rend des choses faisables qui n'étaient pas avant. Enfin, qui l'étaient, mais qui n'étaient pas efficaces en termes de gaz. Puis après, il y a tout ce qui se passe au niveau des jeux, tout ça, enfin, toutes les opérations à haute fréquence, quoi. Euh, et oui, c'est vrai, comme ça le dit dans le chat, et je l'évoquais tout à l'heure, Polygon, il y a, euh, comment dire, ils ont une vision d'utiliser différents mécanismes de consensus à terme et d'évoluer à ce niveau-là, et donc de passer vers quelque chose d'autre, de plus décentralisé que leur poste actuel, quoi. Hum, Donc voilà, c'est à peu près ma thèse d'aujourd'hui. Et pour vous initier à tout ça et la voir par vous-même en pratique, pardon, moi je vous renvoie vers. Allez, on va faire un petit wrap-up là-dessus, puisqu'on en a pas mal parlé. Donc je vous renvoie vers. Je vous conseille. Non, je ne vous conseille rien. En fait, vous êtes des adultes indépendants. Vous avez votre propre capacité de penser, pardon. Mais on va le faire comme ça. Moi, si je découvrais la DeFi aujourd'hui, le genre de conseil que j'aimerais avoir, c'est déjà de savoir que la DeFi, ça coûte pas cher en gaz si on est sur un réseau comme Polygon ou XDAI. Et donc, il n'y a pas de problème pour faire de la DeFi, même avec 500 euros par exemple, ou 200 euros, hein, qu'importe. Bon, après, si vous mettez 10 euros, voilà, ça va être un peu frustrant parce que même si vous avez 10% de rendement par jour dessus, vous allez faire 1 euro par jour, c'est pas très excitant. Euh, donc, autant aller avec un montant où vous avez quand même un peu d'enjeu, mais vous n'êtes pas en train de suer le moindre mouvement d'un token dans un sens ou dans l'autre. À partir de là, sur Polygon, vous avez plein d'options, différentes stratégies possibles. N'hésitez pas à aller voir le livre des recettes, par exemple. Mais une des premières options pour vous, et en plus ça va vous permettre de générer des matiques et donc de payer vos frais en gaz facilement, ce serait par exemple d'aller déposer un token sur AV, ce qui va vous permettre de faire un petit rendement pour après, potentiellement, emprunter quelque chose et là, avoir des stablecoins qui sont mobilisables à plusieurs niveaux. Il y a les stratégies les plus classiques, les plus prudentes, qui sont sympas à avoir, j'adore. Par exemple, apporter de la liquidité sur Curve et après aller poser ça dans StakeDAO pour que la position soit gérée et farmer du SDT. Voilà une option. Mais après, vous pouvez aussi être plus cavalier et en même temps découvrir un peu de plus près ces logiques de vest et de lock et de burn dont je vous parlais. Et donc là, vous allez utiliser un service comme Adamant, par exemple, qui gère vos positions LP sur différents textes de Polygon pour vous, donc QuickSwap, Comes, Sushi et Elk. Euh, et là, vous avez plusieurs options en fonction de votre sensibilité. Vous avez des pairs stable, par exemple, qui vont potentiellement avoir un rendement un peu plus élevé que ce que vous auriez si vous étiez sur la pool Curve via StakeDAO. Mais n'oubliez pas que là, vous avez des investing de 3 mois sur 2 tiers de la récompense environ. Euh, et voilà, donc ça, c'est à vous de voir. Et après, vous avez des positions d'apport de liquidité sur des tokens plus volatiles, par exemple ETHDAI, ou je sais pas, il y a plein de trucs, Wrap Bitcoin, Wrapies, Link, qu'importe, je vous laisse voir les tokens, où là, les rendements vont être un peu plus élevés, mais voilà, c'est une position d'apport de liquidité, 50-50, vous avez des risques de impermanent loss.
Et, c'est à vous de voir. Alors, je regarde un peu le chat parce que je me suis un peu emballé. Euh, donc sur Adamant, juste pour finir, puisque je voulais mentionner, vous voyez, il y a plusieurs types de Vault en fait. Euh, donc bah, là c'est bien, on a les deux types. Donc là vous voyez, il y a deux Vault Matic, mais ils n'ont pas la même stratégie en fait. C'est-à-dire que par exemple le premier, euh, il compound les base rewards. Donc ça veut dire que vous êtes sur une position USDT, USDC, apport de liquidité sur Matic, et après vous allez la staker sur Adamant. Et là, ce qu'Adamant va faire pour vous, c'est récolter fréquemment les quick et les vendre pour de l'USDT, USDC rajoutés dans la position. Ça, c'est le base API. Et après, il y a un API supplémentaire en ADI, mais qui là, du coup, est vesté pour 3 mois avec toute la logique qu'on a décrite. La pool d'en dessous, c'est pareil. À la base, c'est une pool QuickSwap qui va générer des quick sur deux stables, DAI, USDT. Sauf qu'elle, elle a une stratégie différente, ce qu'ils appellent le auto-stake, qui est, au lieu de vendre les quicks que vous farmez pour faire plus de votre principal, donc des stablecoins, là, ils les gardent en quick, et en fait, ils vont les staker dans quick pour avoir du D-quick, qui est en gros comme Xsushi, mais pour quick. C'est-à-dire, vous loquez vos quick et vous avez un rendement en quick qui vient des frais collectés sur les différentes paires de l'échange. Donc voilà, ça peut être une manière de vous créer une exposition au quick grandissante en n'ayant à la base que des stablecoins que vous avez empruntés depuis vos Ethers. Ça peut être un truc sympa à faire, par exemple. Mais ça, c'est à vous de voir. Et pour le on-ramp, oui, il y a des gens qui parlent dans le chat, il y a Transac, il y a Ramp, et il y a le fameux, la bridge euh, de Polygon. Et n'oubliez pas aussi que vos swaps, vous pouvez les faire sur Paraswap. Ça aide bien parce que, encore une fois, la liquidité peut être assez fragmentée. Et merci Val de Cryptos pour le sub, j'avais raté ça. C'est un plaisir de voir que tu es là aussi. Et je crois que bah, c'est pas mal pour aujourd'hui, à part si vous avez des petites questions encore sur, sur, sur Polygon vite fait. Ouais, Adamant c'est pas mal, c'est sympa. Moi c'est un protocole que je regarde sur Polygon, bon parce que c'est utile déjà, parce que j'aime bien là aussi la tokenomics. Et après, je vous en parlais tout à l'heure, mais je sais plus si j'ai mis le lien, pour ceux qui possèdent des Matic, il y a May.finance qui peut être pas mal aussi. Et pour s'initier aussi à tout ce qui va être la gestion de CDP, quoi, de position leveragée, de Vault, en fait, comme ils les appellent maintenant. Phantom, j'ai pas test. Et la team Adamant, je sais même pas. J'ai pas encore vraiment fait mon, mon analyse approfondie d'Adamant, je t'avoue. Et voilà. Et le VFAT, Polygon, mais ça je vous l'ai mis. C'est à peu près tous les liens pour se lancer. La petite trousse à outils du débutant. Euh, Est-ce que c'est des annonces? Je sais même pas. Non, j'avoue, ça je vous laisse aller voir. Et si vous avez des infos, n'hésitez pas à me faire un récap. Mais non, j'ai pas eu le temps de faire ce check. Et voilà, et faites attention quand même sur Polygon, il y a plein de trucs un peu copycat de texte à la con. Voilà, ça dure un temps, puis ça dure plus. Euh, donc c'est sympa les API à 1000%, mais il faut faire attention aussi en quoi elles sont payées et quelles. Non, ils ont quand même un Twitter ou autre, c'est pas un scam. Attends, vas-y, on va faire un petit check. Ça fait quand même un petit bout de temps que ça tourne, mais c'est vrai que, ouais, j'aurais peut-être. Après, je pense qu'on aurait su s'il y avait un petit défaut dans le système, mais c'est peut-être Timanon en effet. Donc voilà, vos risques et périls, à vous de voir, faites vos propres recherches. Et oui, bien sûr, tout ne se vaut pas en termes de risque, hein. C'est vrai que si vous êtes de nature prudente, alors dans ce cas-là, je pense que Curve, AV, Curve, et potentiellement StakeDAO, ça nourrira vos envies de rendement sans vous exposer à des acteurs potentiellement récents, potentiellement anon. Voilà, après c'est la DeFi, c'est à vous de voir quelle approche vous voulez avoir. Et la beauté de Polygon, encore une fois, c'est là où sur le mainnet vous auriez dû choisir parce que bah, en gros ça fait pas vraiment de sens d'avoir des petits bags de 1 cas par-ci, 2 cas par-là, 3 cas par-ci qui vont vous coûter des blindes à bouger. Donc vous serez probablement allé avec
un bac très concentré sur deux, trois trucs. Là, sur Polygon, vous pouvez aller, encore une fois, avec des petits, je sais pas qu'est-ce que c'est petit pour vous, mais voilà, des 500, des 1000 d'un côté ou de l'autre, de tester. Ah, un protocole, ça paraît bien, vous pouvez acheter de leur coin, qu'importe, mais en gros, vous avez cette liberté-là de ne pas avoir à être dans une logique long terme ou massive pour que le gas cost ne vous impacte pas. Donc n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à tester différentes stratégies. Et surtout, ouais, pour commencer, moi je vous recommande plutôt les approches tranquilles, c'est-à-dire, voilà, vous posez vos tokens que vous avez, différents tokens sur AB. Déjà là, il y a un petit rendement, c'est une bonne découverte de la DeFi sur Polygon. Et après, vous pouvez emprunter, mais pareil, pas besoin d'emprunter 100% de votre capacité d'emprunt direct. Commencez mollo, prenez 5%, comme ça, vous n'avez pas de souci à vous faire, il faut que le token diise par 20 en prix pour que vous soyez liquidé, c'est plutôt pépère, mais ça vous permet déjà, bah, avec ces 5% de stable emprunté, d'aller voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec, tester différents trucs, et ainsi de suite. Le fond, c'est vraiment d'apprendre, et d'apprendre maintenant. Et ça, c'est un truc, vraiment, moi, que je... Allez, je vais probablement conclure là-dessus. J'incite tout le monde à faire. Parce que si vous êtes ici, c'est qu'a priori vous avez une compréhension au moins minimale qu'il se passe un truc intéressant en finance décentralisée. Ok, c'est cool, bienvenue. Maintenant, après, généralement, la question c'est ah oui, mais est-ce que c'est pas trop tard, blablabla, est-ce que je rentre maintenant, est-ce que je rentre dans 6 mois, ou je rentre il y a un an? En fait, ça c'est votre choix, vous rentrez quand vous voulez, et c'est pas mon problème. Mais moi, si je peux vous dire un truc, c'est que si vous êtes convaincu qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe là, il y a pas, c'est pas une question de quand est-ce que je rentre, c'est la question de quand est-ce que vous commencez à vous éduquer là-dessus qui est importante. C'est-à-dire qu'a priori, ça va être des outils essentiels à la gestion financière et autres, en fait, parce que c'est largement au-delà de la finance, de demain. Euh, donc, pourquoi pas saisir l'opportunité d'être en première ligne pour découvrir ça, même si ça veut dire suer un peu de tokens à droite à gauche au fur et à mesure de vos erreurs. Encore une fois, si c'est pris dans des risques maîtrisés, c'est pas un drame de se faire liquider, c'est pas un drame de se faire défoncer sur un shitcoin si vous avez une approche équilibrée, vous en avez 15-20 dans le portefeuille et il y en a d'autres qui vous sauvent la mise. Et surtout, en dehors de ça, il y a plein de gens qui en témoigneront. Euh, Ça peut aussi, bon maintenant c'est plus le cas, mais je veux dire, en mainnet, il y a même des moments où des gens ont fait des opérations pas forcément rentables, mais pour tester, pour comprendre. Et en final, ils y ont gagné parce qu'ils ont fait un swap sur Uniswap qui était que de 50 dollars, ils ont payé 5 dollars de gaz, certes, mais ils ont ramassé l'airdrop ou je sais pas, des choses comme ça. Euh, bon, voilà, mais en gros, l'idée c'est que pour moi, vous avez tout à y gagner, à tester ces protocoles et à vous faire la main, surtout maintenant que bah, vous pouvez le faire avec, voilà, avec un Matic, vous avez de quoi payer le gaz pour votre vie. Euh, donc, n'hésitez pas à tester ça, à découvrir un peu pourquoi on s'excite tous là-dessus, pourquoi ça nous intrigue. Et c'est vrai que oui, une petite expérience, bah voilà, migration vers, de vos actifs vers Polygon, avec Curve, StakeDAO, par exemple, pouf, voilà, bienvenue sur Polygon, bienvenue en DeFi. Ça vous permet aussi de comprendre concrètement bah, un vault, la logique du lending, les rendements, et ainsi de suite. Quel genre d'outils vous allez utiliser pour tout ça. Euh, Top. Et ouais, vous avez même des petits conseils dans le chat pour des bridges plus efficaces. C'est vrai que moi, j'ai pas utilisé Xpollinate pour PSC, mais voilà, vous avez des options maintenant. N'hésitez pas à les explorer. Et si, oui, peut-être avant de vous laisser, pour ceux qui ne seraient pas encore là, mais alors vraiment, ça existe, on vous invite très chaleureusement sur le Discord de DeFi France, où l'alpha se leak en permanence, et pas que le mardi soir à 19h, mais à peu près tous les jours de la semaine et par tout le monde, et surtout par des gars bien plus malins que moi. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et ah oui, cool, ça avance sur les podcasts du coup, OXMule. Ben, ouais, on va en parler sur le Discord tranquille, je crois qu'on a un petit chat. Mais ouais, venez sur le Discord, on est bien, on y fait du blé. euh, on a tout un mécanisme très sympathique pour, en gros, distribuer progressivement euh, le pouvoir, enfin reconnaître les contributions des gens et à terme distribuer le pouvoir de gouvernance. Et là où c'est assez cool, c'est que, comme prévu, on observe une... Attendez, je vais vous le mettre dans le... Full Discord, c'est sûr. Hop. Je vais vous le mettre dans le chat.
On a une dilution progressive des whales en blé, ce qui est bienvenu parce que ça aurait été un problème si on avait que si ça continuait à être si concentré. Donc vous avez tous bien travaillé, puisque moi et Nolan, on est en train de se faire diluer, et Charles et les autres, disons, contributeurs assez récurrents, on est en train de se faire diluer. Il me semble qu'à un moment donné, on avait jusqu'à 15% potentiellement du supply. Maintenant, ça commence à diminuer à 10-12%. Et ça, c'est normal, c'est en gros au fur et à mesure que de nouveaux membres viennent, participent, ça dilue progressivement bah, les précédents, ça distribue de plus en plus, quoi. Et donc l'enjeu maintenant, c'est vraiment qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent participer, et surtout des gens qui s'impliquent de manière récurrente, comme on peut le faire Nolan, moi, Charles, John, bon, en gros les gens qui sont à peu près dans le top du blé aujourd'hui, Diziak qui est notre scribe, voilà, c'est des figures assez familières. Mais c'est vrai qu'il y a encore des petits trucs à ajuster. Mais voilà, plus on arrive à une distribution large, et après on pourra avoir des trucs vraiment sympathiques. Les idées par exemple de seuil en blé pour accéder à des channels un peu plus experts ou des choses comme ça, où là, bon, vous pourrez le mettre en place, mais qu'il n'y a pas encore énormément de... je sais plus combien vous avez validé, peut-être 400, 500 gens qui ont validé leur wallet. Il y a encore de la marge pour distribuer tout ça, quoi. Et encore une fois, au niveau de la correspondance avec le token, on n'est pas pressé à plein de niveaux, parce qu'on va vous faire un truc sur L2 et ainsi de suite, mais parce que ça serait dégueulasse de le distribuer à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Coucou, je m'appelle Token Brice et je vous rafle 15% du supply. Merci à vous les gars, j'ai bien farmé sur votre gueule. Euh, non, enfin voilà, il va falloir que ça soit plus distribué, et mécaniquement ça va l'être. C'est juste une question de temps, en fait. Et c'est pour ça que du coup, moi je vous invite régulièrement à venir contribuer, à venir aider les gens, réagir, à partager. Et oui, à travers de l'Agora, vous pouvez contribuer directement à la communauté, partager vos propositions ou autres. Et il y a déjà pas mal de choses qui ont été implémentées, différents channels, un petit système Proof of Humanity, et plein d'autres choses qui arrivent. Donc voilà, on vous retrouve sur le Discord. Et moi, je vais garder ce live assez court parce que c'était ça, en fait. Je vais développer principalement ces deux thèses. Donc, la liquéfaction des actifs DeFi avec des nouveaux marchés monétaires qui permettent a priori d'obtenir des rendements plus intéressants, mais qui impliquent une gestion plus active. Donc, à voir si on ne va pas avoir des outils qui réautomatisent cette gestion-là. C'est un peu comme toujours en DeFi, ajoute d'un nouveau type de complexité jusqu'à qu'elle soit réabstraite, et après qu'il y ait un nouveau type de complexité qui se rajoute dessus, et ainsi de suite. Et après toute la réflexion sur la tokenomics VECRV, et là, je vous renvoie aussi au marathon de cœur et à tout ce qu'on a pu publier sur le sujet. Et donc de vraiment comprendre l'enjeu principal de cette tokenomics, qui est d'aligner les token holders sur les stakeholders externes, disons, qui sont les apporteurs de liquidités sur Curve, et donc de créer une synergie plutôt bénéfique pour le développement long terme du protocole. Et voilà. Et sinon, allez expérimenter des choses sur Polygon, et une très bonne soirée à vous tous. Moi, je vous retrouve du coup jeudi là pour un petit live NFT, ça fait un petit peu de temps. On va parler de ce qui s'est passé sur Cryptonia et potentiellement quelques autres trucs. Et oui, le projet aussi de NFT interne à DeFi France qui a été un peu plus standardisé, donc je vous en dirai des nouvelles. Voilà, à jeudi et bonne soirée à vous tous.